comme on le faisait souvent en Iran à cette époque-là, c'est-à-dire les deux frères mariés, évidemment leur fils avec la fille d'un des frères, et ceci c'était, si vous voulez, toute une tradition, ça existe encore, mais ça s'est beaucoup atténué. Ce n'est plus aussi important qu'à l'époque. Voilà. Alors, cette lignée de Mujtahid remonte à 13 générations. On peut voir, aussi bien du côté de sa mère que du côté de son père, leur lignée, jusqu'à pratiquement l'Empire safavide. Et un de ses ancêtres, du côté de sa mère, était un des élèves de Majlis, qui était un des plus grands Mujtahid du temps des Safavides. Alors, pour vous dire dans quel contexte cette femme est née. Et donc, elle va grandir, elle va évoluer dans ce contexte-là. Évidemment, elle va être au contact de ce milieu que je dirais intellectuel, parce que c'est quand même une forme d'intellectuel, c'est la forme d'intellectualité qui existait en Iran. Et pour moi, Tahirih est vraiment la quintessence de l'intelligentsia de son temps, pour la Perse. Elle va évoluer dans ce milieu-là. Elle va grandir dans ce milieu-là. Et elle va étudier, alors qu'à l'époque, évidemment, beaucoup de femmes n'étudiaient pas. Elle va étudier auprès de son père, auprès de son frère, qui était aussi un mujtahid, etc., et obtenir les plus hauts, si vous voulez, degrés d'études supérieures. C'est ce qu'on appelait études supérieures. Ça existe, enfin, je ne veux pas entrer dans cette catégorisation. Donc elle va étudier auprès de sa famille, même proche, pour atteindre cela. Lorsqu'on regarde les deux pas branches, enfin les deux racines de Tahirih, du côté paternel et du côté maternel, c'est très intéressant de les comparer, parce que pour moi, à travers les lectures que j'ai eues, j'ai considéré que le côté paternel était véritablement la représentation de ce qu'on peut imaginer d'une religion absolument intolérante, absolument dogmatique et extrêmement fermée. En particulier son grand-oncle, qui était l'imam Junayd de Qazvin, pouvait représenter cette façon de penser. Son père, c'est-à-dire le père de Tahirih, était un peu moins rigoureux sur ce plan-là, et le jeune frère n'était pas du tout dans l'obéissance des deux aînés. Je parle des oncles. Mais vraiment, du côté paternel, on voit cela. Alors que du côté maternel, on voit souvent des femmes, et particulièrement des femmes, qui étaient des femmes ayant étudié et fait des études supérieures en théologie. En particulier la mère de Tahirih, la grand-mère de Tahirih. Ce qui fait que Tahirih elle-même et sa sœur Maziyeh et sa sœur cadette vont également être dans la mouvance de ces études. Alors, dans mes lectures, j'ai appris qu'effectivement, à Qazvin, il y avait une école de théologie pour femmes, où on apprenait évidemment les matières théologiques, mais on apprenait aussi la logique, on apprenait aussi la philosophie, et ils ont étudié, et plus tard, à la fois la mère de Tahirih a enseigné dans cette école. Bon, donc vous voyez, c'est quand même intéressant de voir ce trait-là dans sa famille, et évidemment je pense qu'elle a eu un milieu qui l'a favorisé pour se développer dans ce domaine, dans les domaines bien sûr de la théologie, mais aussi de la discussion, de la philosophie, de la dialectique, etc. Tout ce qu'après elle va être un grand maître dans ces domaines. Alors, il faut savoir que très tôt, comme je vous ai dit, son oncle et son père étaient des prêtres très conservateurs. Ils étaient extrêmement conservateurs, alors que le jeune frère, le jeune oncle, le deuxième oncle de Tahirih, qui était le plus jeune des frères, était un homme plus ouvert. Et à cette époque, il y avait un mouvement extrêmement important, un mouvement réformateur dans la théologie chiite, qu'on appelait le cheikhisme. Le cheikhisme, si vous étudiez, Henri Corbin, il a écrit des pages et des pages sur le cheikhisme, et c'était une école qui avait été fondée par le cheikh Ahmad Ahsoi, cheikh Ahmad Ahsoi est un théologien de la région de Ahsa, à Bahreïn,
Et il avait fondé cette école, et il était revenu sur un certain nombre d'interprétations, d'ailleurs du chiisme, en particulier sur la résurrection, il donnait une interprétation différente, non littérale, de ces thèmes. C'était un genre de réformateur, si vous voulez. Et Cheikh Ahmad a eu un très grand succès en Perse, et en particulier le roi Fatah Ali Shah appréciait beaucoup sa pensée. Il a même invité à Téhéran, il l'a invité à sa cour, avec beaucoup d'honneur. Et évidemment, il y a eu une très très forte opposition aussi de la part des conservateurs, et en particulier de l'oncle de Tahereh, qui est devenu un de ceux qui ont fait ils ont jeté le takfir. On dit le takfir, on aurait dit que c'était un incroyant, un mécréant sur ce cheikh, sur ce fameux théologien. Tandis que le jeune frère de Tahereh, le jeune oncle de Tahereh était dans la mouvance de Cheikhi, était dans cette mouvance, et grâce à la connaissance qu'il avait du cheikhisme, Tahereh prend connaissance avec ce mouvement, et étant d'une femme tournée vers l'avenir, vers la modernité, je dirais, avant l'être, parce qu'en Iran, la modernité, le concept n'existait pas encore, mais tournée vers cette vision et cette idée, elle a immédiatement adhéré à ce mouvement. Immédiatement adhéré à ce mouvement. Et on parle de quelqu'un qui était une théologienne déjà. Elle donnait des cours, Tahereh donnait des cours, y compris à des hommes, derrière le rideau. Vous savez, pour ceux qui ont vu le film de Dasha Kor, tourné il y a 40 ans peut-être, d'après le roman de Sader El-Zayat, vous voyez, c'est très intéressant parce que ça se passe exactement à cette époque-là, à Shiraz d'ailleurs, et on voit très bien la jeune fille du grand Haji qui était mort, et sa maman parlait avec les hommes derrière ces rideaux qui sont des rideaux brodés, et Tahereh était parlé, enseigné, donné des cours, pas aux femmes, mais aux hommes, en s'installant derrière ces rideaux. Donc c'était une femme qui avait une opinion, une autorité, et ceci bien jeune, bien jeune. Elle avait peut-être 17 ans lorsqu'elle a adhéré au mouvement cheikhi. Elle était déjà mariée, probablement vers l'âge de 14 ans, elle avait déjà deux garçons, elle a eu 2 garçons et une fille, et son mari était un homme qui n'avait pas du tout l'envergure qu'avait cette femme. Et on se demande comment ils ont pu se marier, sinon en dehors des traditions et des convenances. Et ils n'avaient pas du tout l'envergure de Tahereh. Et je crois que très très tôt, c'est la conclusion que tirent pas mal d'historiens qui ont étudié la vie de Tahereh, très probablement ils ont vécu très peu ensemble, mais assez pour avoir 3 enfants. Mais il faut savoir qu'il s'est marié très jeune. Alors, lorsque Tahereh a appris que son oncle et son beau-frère et sa sœur allaient partir faire leurs études supérieures à Karbala, parce qu'à l'époque les études supérieures se faisaient dans les académies chiites de Karbala, essentiellement. Aujourd'hui, Rome a remplacé un peu cette importance, mais Tahereh très très vite a voulu partir avec eux. Et il faut savoir que, évidemment, lorsqu'elle a adhéré à ce mouvement cheikhi, elle s'est trouvée en but à son frère, à son père et à son oncle. Pour eux, c'était une catastrophe de voir que cette fille adhérait à ce mouvement cheikhi qui, évidemment, pour eux, était la pire des choses. Voilà, donc elle part à Karbala et pour ses études là-bas, tout en espérant de rencontrer le grand maître du cheikhisme, qui n'était plus Cheikh Ahmad al-Asari puisqu'il était mort en 1826, mais Seyyed Kazem el-Ashti. Et Tahereh était dans l'impatience de le rencontrer, mais Seyyed Kazem était mort depuis quelques jours lorsqu'ils sont arrivés à Karbala. C'est là-bas qu'elle a eu la connaissance de la religion du Barbe, qui venait de se déclarer en Iran, et auquel ont beaucoup adhéré à partir du mouvement cheikhi, c'est-à-dire les premiers qui ont adhéré au mouvement Babi, c'était ceux qui étaient issus du mouvement cheikhi. Et Tahereh très très vite adhère au mouvement du Bab. Et évidemment,
à partir de là, tout son discours change. Tout son discours change, il n'est plus dans un discours purement théologique d'interprétation sur les dogmes, etc. Il est véritablement dans un discours de nouveauté. Et d'ailleurs, je vais lire quelques poèmes qui reflètent sa façon de penser. Voilà. Alors, évidemment,